Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine de Joigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. Le tarologue Marc Meurice nous invite à verbaliser nos émotions, à leur donner du sens et à considérer les messages de l'inconscient comme des possibilités d'évolution. Bienvenue à cette conférence qu'il a donnée lors de la 3e édition du Tarot Festival qui s'intitule « Le tarot, un outil d'accès à l'inconscient ». Comment j'utilise le tarot? C'est la définition du tarot psychologique quelque part. Verbaliser ses émotions, leur donner du sens et considérer les messages de l'inconscient comme des possibilités d'évolution. Donc comme je vois qu'il y en a déjà qui ne suivent pas, j'ai fait un truc plus simple. Le tarot, un outil d'accès à l'inconscient. Parce que c'est ça finalement, c'est comme ça que je l'utilise. Il y a le petit truc du chat à droite, parce que comme on enregistre, je le fais en audio description, donc à droite vous voyez une image avec le chat qui dit « Je serai bref » et qui a devant lui des tonnes de papier avec plein d'inscriptions. À gauche vous voyez les cartes de tarot, c'est juste pour décorer. Excusez-moi, hein, c'est pour l'audio description. Bon, mon parcours. Comment je suis arrivé au tarot? Eh bien c'est simple, j'ai fait des études d'ingénieur. Comme tous les gens qui font du tarot. Enfin, parfois on fait des études d'agronome, de communication, de marketing, mais on ne fait pas des études de tarot. Hein. Donc j'ai l'honneur de dire que je suis ingénieur tarologue. Et ça pète, hein. Ouais, ça le fait là. Les ingénieurs sont très bons au tirage du tarot. Ouais. Alors j'ai fait des tirages avec des ingénieurs du coup, et c'était parfois compliqué parce que il y en avait toujours qui arrivaient en retard. C'est ça. Oh, bonjour. Ça c'est dingue. C'est quart d'heure argent. C'était une fausse synchronicité parce que c'était pas dans le texte normalement. Non, en fait, donc j'étais cartésien. Je croyais même pas à l'hypnose il y a 30 ans. Et puis j'ai rencontré une psychothérapeute ericksonienne et je lui dis non mais l'hypnose c'est rien du tout. On était en bas de l'escalier et puis elle me dit 2-3 trucs et en haut j'étais dans un état bizarre. Donc elle m'avait hypnotisé en 3 secondes. Donc là c'était une belle... C'est le meilleur moment. Et bon, alors comment je suis arrivé au tarot? C'était étrange, donc j'ai été voir des voyantes et j'ai été voir 3 personnes en 5-6 ans et chaque fois elles me disaient des choses, alors déjà j'étais pas dans la prédiction mais elles me disaient des choses sur les gens qui étaient autour de moi et je comprenais rien. Je disais t'as quelqu'un à côté de toi, lui il va t'aider, lui il te met des bâtons dans les roues, des choses comme ça, et tout ce que les gens me disaient c'était juste. Et donc en tant qu'ingénieur, je suis plutôt un chercheur, je me dis c'est bizarre, ces gens me disent des choses auxquelles j'ai pas accès et ils utilisent des cartes. Donc je me suis dit tiens, les cartes, ça doit permettre de faire quelque chose. Et donc j'ai décidé de tester les cartes de tarot. Et je suis parti du principe, les cartes de tarot donnent de l'information à laquelle j'ai pas accès, voyons voir comment ça marche. Ça s'appelle la démonstration par l'absurde en science, c'est-à-dire qu'on pose un postulat et puis on regarde les conséquences, et tant que les conséquences sont conformes à la réalité, ça veut dire que probablement le postulat est correct ou un modèle correct de la réalité. Donc j'ai commencé à tester le tarot, je connaissais pas le sens des cartes, et donc j'ai commencé à faire des... Vous savez, normalement, vous posez une question, vous connaissez le sens des cartes, et l'inconnu, c'est la réponse. Donc, question, sens des cartes, réponse. Donc comme moi j'avais pas le sens des cartes, j'ai posé des questions auxquelles j'avais la réponse, donc question et réponse, ça je savais, et j'avais pas le sens des cartes, et du coup je connaissais le sens des cartes. Donc voilà, et comme ça j'ai mis des annotations. Après il m'est arrivé plein de trucs en synchronicité justement. Par exemple là, il y a la carte du jugement, tiens, je ne savais même pas qu'elle était là. Celle-là, j'ai compris une partie du sens, parce que j'étais dans les embouteillages, et il y avait une personne au feu qui le feu devient vert et elle cale, elle ne parvient pas à redémarrer. Et puis derrière, il y a des mecs qui commencent à klaxonner. Évidemment, la personne qui ne pouvait pas démarrer, elle était encore plus énervée, donc elle arrivait encore moins à démarrer. Et je me suis dit, le jugement, en fait, c'est ça. Quand vous jugez quelqu'un, que vous dites qu'il est bête, quand vous donnez un jugement négatif, en fait, vous ne l'aidez pas. Vous l'empêchez de démarrer, vous augmentez son émotion qui fait qu'il est encore moins efficace. Et donc, j'ai eu plein de choses comme ça. J'ai fait des tirages et des synchronicités qui vont nourrir le sens des cartes. Puis, j'ai commencé à lire un bouquin, et c'était pas le même sens que moi. Donc il disait, je sais pas moi, le jugement, mais non, ça n'a rien à voir, c'est ça, enfin, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai lu. Et là, j'étais vraiment pas bien.
Et ça s'est débloqué parce que je me suis dit, bon, je vais lire 4 bouquins en même temps. Et je me suis rendu compte qu'il y avait autant de différences entre les bouquins que entre le bouquin et moi. Donc je me suis dit, ah, finalement, ce qui est important, c'est d'avoir son propre sens sur les cartes. Et c'est ce que je continue à faire maintenant dans les formations. Chacun retire son propre sens. C'est ça qui est important. Je dis toujours, il n'y a pas de sens unique, il n'y a pas de sens interdit. Non, on revient à la circulation. Vous voyez, c'est rigolo. Voilà. Alors, un petit aspect historique. Vous savez qu'il y a des arcades majeures. Je ne vais pas vous faire l'affront de... Ah, bien que le mât, ça peut être le joker. Donc, ça peut être un arcade mineur aussi, le mât. Vous avez le choix. Il y a très peu de gens qui l'utilisent comme arcade mineur. Mais en fait, dans le jeu de 52 cartes, vous avez un joker. Eh bien, le mât peut servir de joker. En fait, le mât, c'est une carte passe-partout. D'ailleurs, elle n'a pas de numéro, donc vous pouvez le mettre dans l'arcade mineur. Alors, si vous comparez au roi, au reine, il y a juste une petite différence, c'est que le mât, il a quand même un cartouche au-dessus. Tandis que les rois, reines, ils n'en ont pas. Mais ça veut dire qu'il y a cette possibilité de le mettre où vous voulez. Donc, quand vous avez un mât dans un tirage, et qu'il vous emmerde, vous le remplacez et dites « Ah, c'est une autre carte ». Et vous pouvez même la choisir. Moi, ça m'arrive de dire « Oh, le mât, c'est n'importe quoi », et hop, on met autre chose. En général, c'est plutôt, pour moi, tout est possible, le sens de base, mais quand on a un mât dans un tirage. Les arcades mineurs, donc ça, vous connaissez aussi, hein. C'est un peu comme le Rider-Waite, le tarot de Marseille. Alors, historique, mais rapidement, mais c'est juste pour caler les trucs, vers 1375, les arcanes mineurs apparaissent un peu partout, déjà avec les cartes actuelles. C'est apparu quasi en même temps en France avec Cœur Carreau Trèfle-Plique, et vous voyez en Espagne, en Italie, avec l'iconographie du tarot de Marseille. Il y en a même en Égypte. On a retrouvé des cartes qui datent de 1400 et des, je ne sais plus, elles sont postérieures à 1375, mais on ne sait pas si elles existaient avant ou pas. Alors, elle vient d'où cette date de 1375 ? C'est parce qu'il y a eu énormément d'interdictions de jeux de hasard à l'époque, et avant 1375, les jeux de hasard sont interdits, les jeux de dés, les jeux de machin, les jeux de trucs, mais on ne citait pas les cartes. Et à partir de 1375, on cite aussi les cartes dans les jeux de hasard interdits. C'est comme ça qu'on a une date assez précise par rapport à l'apparition, parce qu'on n'a retrouvé aucun jeu de cette époque-là. Ça, c'est les arcades mineurs. Les arcades majeures sont apparus vers 1440. On a retrouvé 2 jeux principalement, donc le jeu de Visconti et le tarot de Charles VI, qui est aussi italien, vous savez. Il y a le bouquin de Nadolny, là, qui est en vente, il est super, si vous voulez vous documenter là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vers 1450, il y a plein de jeux en fait qui apparaissent. C'est pas que le jeu de Marseille. Donc le Solabusca, c'est un jeu avec plein de personnages des divinités. Le tarot de Mantegna, c'est un tarot très très structuré. Il y a les Minchiate, il y a plein de jeux différents. Donc la structure du tarot de Marseille n'était pas fixée à l'époque. Il y avait plein de choses. Et puis tout d'un coup, il y a un imprimeur qui a eu plus de puissance. Alors le premier tarot vraiment de Marseille qu'on a retrouvé date de 1659. On est 2 siècles, enfin quasi 1 siècle et demi plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà des jeux dans cette structure-là, à l'époque, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait plein de choses. Et ce qu'on croit maintenant de façon historique, c'est qu'il y a 1 ou 2 quartiers plus importants qui ont poussé ce jeu. Et c'est pour ça que ça s'est répandu. Le tarot de Marseille, vous avez vu, ça vient d'Italie, parce que c'était l'endroit où les imprimeurs étaient les plus florissants. Et c'est là qu'il y avait la plus grande production de jeux. Donc les jeux venaient en général de Marseille, parce qu'ils étaient imprimés à Marseille. Mais donc, le premier jeu qu'on a retrouvé, donc le tarot de Noblet, en 1659, oui, on est loin de l'origine, avec l'iconographie et la numérotation actuelle. Parce qu'il y a plein de tarots avec des numéros différents. Hein. Vous avez le chariot, parfois il est 9, parfois il est 12, parfois... Je pense, et je vais revenir là-dessus, c'est que l'apparition de la structure du tarot comme on le trouve, c'est aussi quelque chose qui est dû au hasard, peut-être synchronistique, mais pas nécessairement la volonté de l'auteur. Donc c'est juste une réflexion. Ça va, je vais vite, hein, mais... Donc, pour finir l'historique, vous avez les tarots étalons en 1760, le Convert, et puis l'utilisation divinatoire. La première personne qui a parlé de ça, on est vachement pressant, hein, c'est 1780. Au début, vers 1400, c'était des jeux de cours, donc vraisemblablement sans numéro, sans nom. Vraisemblablement, c'était uniquement des sortes de cartes de décoration qui étaient utilisées par les nobles, mais pas dans une utilisation de jeu. Après, il y a eu des numéros, donc on a commencé à jouer, mais la première fois qu'on parle d'une utilisation divinatoire, c'est en 1780. Et Cour de Gébelin a déclaré que c'était un jeu égyptien, et ça a la vie dure, quoi. C'est vrai que dans le tarot, on a plein de symboles, des archétypes qui viennent un peu partout, notamment d'Égypte,
Mais on n'a trouvé aucune preuve que le jeu ait existé en Égypte. C'est sans doute pas le cas. Mais bon, il a affirmé ça et du coup, ça a suivi. La deuxième chose, ça je vais en parler un peu plus loin, le lien aux lettres hébraïques. Donc il y a des gens qui disent aujourd'hui, les créateurs du tarot connaissaient les lettres hébraïques. D'ailleurs, la preuve, ça suit l'ordre, parce qu'il y a 22 lettres hébraïques, 22 arcanes, et on vous démontre que, de fait, ils devaient le connaître, parce que ça colle tellement bien, mais je vais vous expliquer que je ne crois pas à ça. Mais ça date de 1850. Et puis voilà, fin du 20e, hein, Colloy, Jodorowsky. Donc Rider-Waite n'a pas utilisé le tarot en dimension psychologique. Les premiers qui ont parlé de ça, c'est Colloy, Jodorowsky et d'autres. Il y a Chris Hadar au Canada, qui est arrivé juste avant Jodorowsky. Je ne sais pas si vous connaissez le tarot de Chris Hadar, c'est rigolo parce qu'il est très très proche de celui de Jodorowsky. Les couleurs sont un peu différentes. À se demander s'il n'y en a pas un qui a copié sur l'autre. Mais bon. Et puis depuis la fin du 20e, ben bon, ça pullule aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est pas 10 000 tarots qui existent, un tarot oracle. Enfin, c'est un nombre faramineux. Hein. Ça sort dans tous les sens. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai fait un travail de compréhension des cartes. Alors j'ai fait un travail à deux niveaux, c'est-à-dire j'ai fait des travaux synchronistiques, j'ai tiré, j'ai essayé de faire émerger le sens de façon spontanée, mais certaines cartes avaient déjà une iconographie antérieure au tarot, et donc je vous donne l'exemple de la roue de fortune, qui est en fait la roue de Fortuna. Fortuna, c'est la déesse du hasard chez les Romains. Et donc vous avez une reproduction du XIe siècle, et on voit clairement que ce n'est pas une création du tarot, le concept de la roue de Fortuna. Donc ça, c'est la déesse Fortuna qui tourne la roue. À gauche, j'ai une représentation romane où on ne la voit pas dans la position du tarot, hein, mais on voit déjà son attribut. Donc la roue de fortune, c'était connu chez les Romains, c'était son attribut, et elle représente le hasard. Donc chez les Romains, le hasard n'existait pas, c'est-à-dire que tout était causal. Donc si vous arrivait à quelque chose qui n'était pas prévisible, c'est qu'il y avait un dieu, donc la déesse Fortuna, qui décidait de vous envoyer un truc. Donc, vous faites quelque chose, il vous arrive une bricole, c'est Fortuna. Vous faites quelque chose, il vous arrive quelque chose de super bien qui n'était pas prévu, c'est Fortuna. Les Romains réglaient la causalité en considérant que tout ce qui était acausal était dû à un dieu. C'est la déesse Fortuna. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent roue de la fortune, mais en fait, c'est bien la roue de Fortuna, la déesse du hasard. Alors, la richesse du tarot, c'est qu'ils ont dit, eh bien, Fortuna, on va la mettre en dehors de la carte. Et donc, vous avez la possibilité de dire, qu'est-ce qui tourne la roue du hasard ? Il y a une déesse ou un dieu, ou il n'y a personne, ça ce sont les athées, ou c'est moi-même, ça ce sont plutôt les gens qui, comme les bouddhistes notamment, considèrent que votre karma dépend de vos actes maintenant, et c'est ça qui va définir le futur. Donc la façon dont vous tournez la roue, c'est ça qui va définir votre futur. Donc c'est une carte qui représente le destin, mais avec cette notion de ce destin peut être contrôlé par un dieu, contrôlé par personne, ou contrôlé par moi-même. Vous avez toutes ces possibilités-là. Donc c'est comme si le tarot, et c'est le cas dans plein de cartes, je ne vais pas faire le détail aujourd'hui, mais le tarot augmente la conception de base de l'iconographie. Donc on a une iconographie assez traditionnelle avec un dieu de Fortuna, et le tarot, rien qu'en retirant Fortuna, parvient à augmenter et à ouvrir le champ de l'interprétation. C'est la même chose avec le monde. Oui, j'ai appelé ça l'origine du monde, hein, c'est rigolo. Hein. Oui, c'est ça. Bonjour. Installez-vous. On cherchait justement quelqu'un pour danser au mieux. Pour faire De nouveau, hein, l'iconographie du monde, elle est antérieure au tarot, à part que dans le centre ça s'appelle une mandorle. Donc vous avez autour les 4 évangélistes. Chez nous, il y a il y a plein de portails où on a cette représentation. Les 4 évangélistes, la mandorle et le Christ au milieu. La notion des 4 évangélistes, c'est même antérieur à la chrétienté, parce qu'on en parle dans l'Ancien Testament, donc vers moins 500 avant Jésus-Christ. C'est le rêve de Daniel, je crois, je sais plus, le rêve d'un prophète. Et il parle de 4 personnages avec une tête de taureau, d'aigle, de lion et une tête humaine. Il décrit déjà ça. Ça date de 400, 500 avant Jésus-Christ. Donc c'est une iconographie juive à la base, hein, puisque l'Ancien Testament était écrit par les Juifs. Mais alors de nouveau, comme pour Fortuna, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retiré le Christ, qui était volontairement catholique, par une petite danseuse. Donc moi je dis c'est la partie féminine du Christ, mais c'est aussi simplement de nouveau ouvert. En remplaçant le Christ par une danseuse, on a le même effet qu'en retirant Fortuna de la carte de la roue de fortune. Ça ouvre. Alors, les 4 vertus cardinales,
Là, j'ai repris le Mantegnac, vous avez vu vers 1500, qui est peut-être postérieur à Marseille, mais c'est surtout pour illustrer les 4 vertus. C'est Platon qui a parlé des 4 vertus cardinales. Là, on est 400 avant Jésus-Christ aussi, en Grèce. Et donc, ces notions-là sont aussi antérieures au tarot. Le concept des 4 vertus cardinales existe déjà depuis très longtemps. Alors, la particularité, c'est que dans le tarot, il manque prudence. Il n'y a pas de représentation de prudence. Vous avez justice, force et tempérance, mais il n'y a pas prudence. Et donc, Cour de Gébelin, le mec qui a dit que ça venait d'Égypte, il a dit « Ah ouais, mais c'est normal, c'est parce que la prudence, c'est le pendu, parce que c'est une erreur de cartographe, elle a été imprimée à l'envers, et en fait, il lève le pied parce qu'il y a un serpent à son pied. » C'est marqué comme ça, vous pouvez lire Cour de Gébelin, c'est rigolo. Alors, c'était des gens qui étaient très créatifs, et c'est lui qui a raconté donc, que ça vient d'Égypte, des choses qu'on pense encore aujourd'hui. Mais quand vous lisez Cour de Gébelin, vous voyez qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement abracadabrants. Alors, c'est à la fois abracadabrant et c'est pas complètement faux, parce que cette carte peut représenter la prudence, mais je ne pense pas que la personne qui a créé le tarot avait voulu dessiner un serpent à son pied et que les imprimeurs se sont trompés en l'imprimant à l'envers. Par contre, retourner le pendu, c'est chouette, parce que, alors que c'est à l'envers, enfin à l'endroit, mais la tête en bas, c'est une carte fermée, si vous le mettez à l'envers, tout d'un coup ça s'ouvre et vous allez vers le monde à la même position. Quand je fais des tirages, je ne prends pas le sens des cartes comme les gens me le donnent, mais par contre parfois j'inverse le pendu, volontairement, pour justement donner plus de respiration. Alors, voilà, on est aux lettres hébraïques. Ça c'est super. Moi j'ai lu dans la littérature, j'ai été même à des conférences de gens qui étaient très renommés, qui disaient « Oui, c'est clair, le tarot est lié aux lettres hébraïques, il nous fait toute une démonstration, depuis Alep, la première lettre jusqu'à la dernière, je ne sais plus laquelle c'est. Et il nous signale, mais très rapidement, il y a juste le fait que les anglophones ont inversé 2 lettres parce qu'ils trouvaient que ça ne collait pas. Je dis, ah c'est chouette, oui, je vais voir. Et puis je vois que, en fait, c'est parce que la Met, c'est la 12e lettre. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est la 12e lettre, mais la justice, c'est 11 chez les Anglais. Et puis après, je vais voir tête, c'est le lion, c'est la 9e lettre. C'est bizarre, c'est la 8e dans le tarot de Rider-Waite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Anglais, ils ont tout décalé parce qu'ils mettent le mât devant. Et donc l'explication que vous voyez bien que les lettres hébraïques collent complètement aux cartes du tarot, en fait on se rend compte que dans le système français et dans le système anglais, il n'y a pas 2 cartes qui sont sur la même lettre. Ça diminue un peu l'explication. Je n'ai pas été voir, je ne connais pas bien les lettres hébraïques, mais rien que ça, l'affirmation, ça prouve que ça vient de là parce que c'est le même sens, les Anglais, ils ont déjà un sens complètement différent. Vous voyez, on raconte beaucoup de choses comme ça. Le tarot est assez récent, ça vaut la peine d'aller creuser un peu ce que les gens racontent, et surtout ne croire que ce que vous croyez vous, parce que même si c'est faux, c'est toujours juste. Alors, moi je dis, ok, on peut mettre la prudence quelque part. Je pense que de nouveau, les créateurs du tarot n'y ont pas pensé. Ça peut être intéressant de mettre votre propre carte, mais surtout, mettez votre propre carte. Dans les ateliers, je demande aux gens c'est quoi la prudence, et j'ai des cartes différentes. Donc vous pouvez mettre la carte que vous voulez, il n'y a pas une solution. Et donc vous avez un système ouvert. Et c'est ça toute la richesse du tarot par rapport au Yiking par exemple. Le Yiking existe depuis 2500 ans. Ça vient de Chine, c'est un oracle chinois. Il y a eu des tonnes d'écrits, des gens très sérieux qui ont travaillé là-dessus. L'avantage du tarot, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens très sérieux qui ont travaillé là-dessus, et les gens très sérieux qui ont travaillé là-dessus étaient trop sérieux. Et donc ils ont essayé d'enfermer le tarot dans leur explication. Mais en réalité, l'avantage du tarot, c'est qu'il n'y a pas une explication unique et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous décidez que tempérance, c'est les voitures sur l'autoroute, c'est très bien. D'ailleurs, je le fais de temps en temps. Avec tempérance, c'était rigolo, parce que souvent, quand il se passe quelque chose de bizarre, je tire les cartes pour voir c'est quoi ce qui se passe maintenant. Et là, j'étais au téléphone, le téléphone a sonné, et je me suis vu avec un vieux téléphone, vous savez, le téléphone à cornet, comme ça. Ah, c'est tempérance, parce que j'ai tiré la carte. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi c'est tempérance. Et donc, c'est devenu une carte de communication. Voilà. Important, je l'ai déjà dit hier, mais le tarot, c'est une image du monde et de notre psyché. En fait, c'est une modélisation de notre psyché. Avec les 22 cartes, les 22 arcanes, une fois que vous mettez du sens dessus, vous avez une modélisation de votre personnalité. On est les 22 cartes, on est l'ensemble. Et du coup, si vous changez, vous travaillez sur le sens des cartes, vous modifiez le sens des cartes, si ces cartes deviennent positives pour vous, vous avez une vision positive de votre psyché. Donc rien qu'en travaillant sur le sens des cartes, on travaille sur la structure de sa personnalité ou sur le sens qu'on donne au module de sa personnalité. Il faudrait développer, mais si, je suis ça.
Et donc, tu as une définition des cartes plutôt positive alors? Oui, alors ce que je fais, je laisse venir les sens négatifs, mais je regarde toujours le positif du négatif. Alors c'est pas l'opposé. Par exemple, pour travailler sur le diable, on travaille sur les 7 péchés capitaux, et je dis à gauche vous mettez les 7 péchés capitaux, et à droite vous mettez les 7 valeurs fondamentales. Et donc prenez la gourmandise par exemple, et je demande c'est quoi la qualité de la gourmandise. C'est pas l'abstinence, c'est le contraire. Le gourmand c'est quoi? C'est quelqu'un de curieux, qui a envie de découvrir. Donc à gauche, négatif, gourmandise, à droite, curiosité. L'avarice, on va aller vers la protection, la sécurisation, vers le fait de bien s'occuper de ses biens. Donc c'est la vision positive d'un défaut. Le défaut n'est pas dans le terme, il est dans l'excès. Donc être un peu avare, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder son argent et quand vous allez à une conférence gratuite, ne pas payer, ou un petit peu si vous avez vraiment envie. Mais c'est surtout gérer son argent correctement. Donc dans chaque défaut, il y a une qualité. Et souvent on travaille... oui, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord. C'est juste ma proposition. Mais c'est juste une question de niveau. Être un tout petit peu avare, c'est une qualité. Être trop avare, ça devient un défaut. C'est ça que je veux dire. Si on dit il est avare ou si on dit il est économe, c'est pas du tout la même chose. Mais on va dire, tiens, il est économe, mais un peu trop. Mais du coup, on a une autre vision de la personne. Et de nous-mêmes, parce que ces choses sont en nous. Donc si moi je me sens avare, je dis non, je suis pas avare, je suis économe. Et j'ai une autre vision de moi-même, et donc j'ai plus confiance en moi. Je travaille à l'amélioration de moi-même, et donc du monde. Comme j'ai expliqué hier, à cause des synchronicités. Pas parce que je suis important, vous aussi. En fait, je suis quelqu'un d'exceptionnel, mais vous tous aussi. Parce que souvent, l'humilité dans la religion catholique, c'est abaisser pour vous dire que vous êtes en dessous de l'autre. Mais en réalité, non, il faut s'élever, mais dire que les autres s'élèvent en même temps que vous. C'est ça la bonne façon de faire. Et du coup, c'est intéressant de considérer que Dieu est en soi. Alors, je ne vais pas critiquer l'islam, mais comme là, Dieu est externe, on est obligé d'être en dessous de Dieu. Mais si Dieu est en soi, on peut s'élever, puisque Dieu est parfait. Dieu est en moi, je suis parfait. Dieu est en vous, vous êtes parfait. Dieu n'existe pas, vous êtes parfait quand même. Ah, mais je sais. Les synchronicités. Là, je ne vais pas revenir trop là-dessus, on en a beaucoup parlé hier. Je vais passer, vous voyez tout ce qu'on a cité, le monde est petit, il n'y a pas de hasard, jamais 203. Donc ce qui est intéressant, c'est que le tarot est un capteur de synchronicité. Donc vous avez un outil vraiment pour pouvoir créer les synchronicités, tandis qu'avant ça, on ne fait que les subir. Et donc le monde extérieur se comporte comme s'il était une extension de notre psyché, c'est le message important. Alors, attention, ici on est dans le cœur. On a encore le temps ? Oui. Voilà. Je vais vous expliquer un protocole que j'ai créé. C'est venu un peu au fur et à mesure des séances et je l'utilise maintenant. C'est un protocole pour reprogrammer les croyances ou déprogrammer les croyances. Alors je prends l'analogie du territoire physique. Donc vous avez la France avec ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, tout ce que vous voulez. Il y a d'autres choses, mais c'est juste un exemple. Et vous avez le monde extérieur. Donc les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, le monde extérieur. À la frontière, vous mettez des gardiens dont le but est de protéger les valeurs. Si le monde extérieur est en guerre, eh bien, ces gardiens, ça va être des militaires. Donc, vous tirez sur tout ce qui passe. Les valeurs de la France sont liberté, égalité, fraternité. Je suis en guerre avec le monde extérieur, je tire dessus. Puis la paix arrive, le monde extérieur devient un partenaire commercial, je retire les militaires et je mets des douaniers. Les valeurs de la France n'ont pas changé. Liberté, égalité, fraternité. Mais par contre, mon comportement par rapport à l'extérieur a changé. Vous avez remarqué, ils ne tirent plus à la frontière. On met des douaniers. Et puis après, il y a l'espace Schengen qui arrive. Et puis on dit, c'est plus un partenaire commercial, c'est vraiment quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous. Et donc on laisse passer. Et donc, les gardiens à la frontière, maintenant il y a de temps en temps, avec le Covid, ils en ont remis un peu, mais parce que oui, voilà, le Covid il est à côté, mais pas ici. Là on a remis, mais sinon il y a quasi plus personne. Et les valeurs de la France n'ont pas changé. Liberté, égalité, fraternité, ça n'a pas changé. Ces valeurs sont toujours les mêmes, mais notre comportement a changé. Et bien dans la psyché, c'est la même chose. Vous avez des valeurs, par exemple, libre arbitre, justice, entraide, je ne sais pas, n'importe quelle valeur à l'intérieur de vous. Et la vision que vous avez du monde extérieur va déterminer votre comportement. Et ça, ce sont vos croyances qui déterminent ça. Si je crois que l'autre est un ennemi, je vais être agressif. Si je crois que l'autre est un ami, je vais être positif.
et mes valeurs ne changent pas. Donc c'est intéressant de bien faire la différence entre valeurs qui sont des choses qu'on veut garder et croyances qui sont des choses qu'on peut changer. Parce que notre croyance, c'est juste le regard sur le monde. Alors nos croyances, elles viennent en fait, en général, de nos blessures, de notre éducation, mais surtout de nos blessures. Si vous lisez les 4 accords Toltec, ils parlent d'accord. Le terme accord, c'est ce qui fait qu'on a accepté les croyances, c'est ce qui fait que les messages qu'on a reçus de notre éducation deviennent des croyances. Et donc lui, sa solution, c'est on efface tout et on remet des nouvelles croyances. C'est bien comme ça dans l'absolu si on est quelqu'un de spirituel et qu'on veut se mettre dedans, mais sinon c'est difficile parce qu'il nous demande de tout effacer. Ici, vous allez voir, ce qu'on fait, c'est pas tout effacer, c'est simplement aller dire aux gardiens, parce qu'on a des gardiens dans notre psyché, hein. Chaque croyance, c'est une modélisation, hein, c'est pas physiquement là, mais chaque croyance, il y a un petit gardien qui la met en branle, et on va aller parler à nos gardiens et dire « Regarde ta croyance, tu peux la changer ». Alors, un exemple, quelqu'un qui est raciste, ses valeurs, c'est quoi? Libre arbitre, justice, entraide. C'est ça qui protège, mais il a l'impression que l'autre, c'est un ennemi, et donc il tire dessus. Mais ses valeurs, c'est les mêmes que quelqu'un qui n'est pas raciste. Je ne suis pas raciste, mes valeurs, c'est libre arbitre, justice, entraide. Je considère que l'autre n'est pas un ennemi, que c'est un humain comme moi, et donc je l'accepte. Donc au niveau des valeurs, le raciste a les mêmes valeurs que nous. C'est intéressant de savoir ça, parce qu'on ne pense pas à ça, on se dit mais comment c'est possible? Mais non, en fait il a les mêmes valeurs que nous. Il a juste des croyances qui sont différentes. Donc c'est fort parce que ça permet aussi de discuter avec le Front National. Enfin, je ne sais jamais s'il y aura quelqu'un du Front National dans la salle. Si quelqu'un veut sortir, il peut. Hein. Bon, alors je vais vous donner l'exemple d'une séance. Donc le principe, je vous ai dit, c'est des éléments de notre psyché qui ont des croyances. Je vais vous donner un exemple très, très clair. Vous allez dans une réunion où il y a plein de gens, et il y a une personne que vous n'aimez pas, une personne que vous détestez. Et là, vous vous dites, c'est l'anniversaire de mon amie, c'est son amie à elle, donc je vais rester calme et je ne vais pas me disputer avec cette personne. Et vous prenez la résolution, je vais aller à la fête, je ne vais pas me disputer avec cette personne. Vous arrivez là, il n'y a rien à faire, vous vous disputez avec elle. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mentalement, vous avez décidé de respecter vos valeurs, mais le petit gardien qui a une croyance que cette personne, elle vaut vraiment pas la peine, elle s'est activée quand vous êtes arrivé, et inconsciemment, vous êtes rentré dans cette personne parce que votre croyance a fait que vous deviez réagir. Et vos valeurs n'ont pas changé. Vous rentrez chez vous et vous dites « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'étais dit pourtant que je n'allais pas me discuter. » Oui. Eh bien, c'est ça qu'on fait ici. Si vous avez un truc qui vous dérange, comme par exemple, voilà, la personne vient me dire « Je ne sais pas pourquoi, cette personne-là, je ne m'entends pas avec elle, pourtant je fais tout ce que je peux, mais j'arrive pas à ne pas me disputer. » Vous avez un questionnement de ce type-là. Eh bien, je dis, écoute, est-ce que tu es d'accord de considérer que cette instance, c'est une partie de ta psyché qui veut ton bien? Parce que même si c'est une croyance, c'est le militaire qui tire. C'est le militaire qui tire sur la personne qui arrive alors qu'il ne sait pas qu'on n'est plus en guerre. Donc lui, il ne fait pas ça contre vous. Il fait ça pour défendre les valeurs. Donc ce gardien, il fait ça pour vous défendre. La partie de votre psyché qui va agresser la personne, elle fait ça pour vous défendre. Elle veut votre bien. C'est important de bien caler ça. Ensuite, je lui donne un nom. Alors, comment c'est venu ça? C'est parce que j'étais dans une séance. Elle avait des tas de problèmes. Problèmes de panne de voiture, panne d'électricité. Enfin, elle avait plein d'ennuis. Et je lui dis, est-ce que tu es d'accord de considérer tous ces ennuis extérieurs comme une manifestation de quelque chose qui est à l'intérieur de toi et qui est en synchronicité? Elle m'a dit oui, d'accord. Et donc, je lui explique tout le bazar. Et je lui dis, donc, c'est une instance de ta psyché qui veut ton bien. Elle me dit, ah non, 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 non. Je dis, mais pourquoi? Parce que c'est ma mère. Je la reconnais. C'est ma mère qui fait ça. Donc, l'instance, c'était pour elle sa mère. Et donc, on était calés parce que je voulais travailler avec cette instance. Mais si le colonel va voir son soldat et qu'il dit c'est un salopard, il ne va pas pouvoir discuter. Par contre, si bon, c'est un soldat, mais je vais quand même lui expliquer que la guerre est finie, là, ça peut fonctionner. Et puis, je la vois prendre une tasse de thé comme ça. Et alors, je lui dis, et si on l'appelait petite tasse de thé, cette instance? Elle me dit, ah ouais, si tu veux. Est-ce que tu es d'accord de dire que petite tasse de thé veut ton bien? Et là, elle a dit, ah ouais, d'accord. Donc, le fait de nommer avec un petit nom sympathique, les gens acceptent que ça renforce l'idée que c'est pour notre bien. Alors lui, il ne se disputait pas avec cette personne, mais c'était la femme d'un ami à lui, et elle l'énervait. Alors, il faisait beaucoup de zen, etc. Donc lui, il disait pas je vais me comporter pour ne pas m'énerver. Ça l'embêtait même que cette personne l'énerve. Il dit, mais
Pourquoi est-ce que cette personne m'énerve? Elle ne devrait pas m'énerver. Donc lui, c'était encore plus large, sa demande. Donc je lui explique, écoute, c'est une instance qui fait que cette personne t'énerve. Et comme il faisait du katana, on fait des mots comme ça, j'ai dit qu'attends-tu? Ça sonnait bien. Et donc il a accepté qu'attends-tu comme nom de l'instance. Alors, une fois que je fais ça, donc c'est une instance dans la personne, je prends magiquement cette instance, je la prends chez moi, comme ça tu vas pouvoir discuter avec elle. Donc je dis, tu vois l'instance, hop, je la prends, et je l'ai chez moi, et du coup la personne va pouvoir discuter avec cette instance de la psyché. Et puis je demande, bonjour, qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Et puis je fais un tirage. Et donc ça, en fait, c'est le général qui va chez le soldat et qui lui dit, est-ce que tu peux me montrer ton ordre de mission? Parce que le soldat, il a une feuille avec ses instructions. Et l'ordre de mission ici, c'est un tirage de tarot. Donc je dis à qu'attends-tu? Est-ce que tu peux me montrer ton ordre de mission? Je fais un tirage. Et ça, c'est le tirage que j'ai fait. Donc c'est un cas réel que je vous mets. Je dois continuellement forcer les gens à comprendre. C'est la seule façon de maintenir la paix et l'harmonie. Bon, je ne vous détaille pas le sens des cartes, mais c'est ça qui sortait de la chose. Donc il considérait que le monde était pas parfait, et que lui qui faisait plein de zen, il était parfait, il savait quoi, il savait que faire, et donc il fallait qu'il passe son temps à éduquer les gens qui ne savaient pas. C'était ça sa croyance. Donc du coup, cet ami l'énervait parce qu'il passe son temps à lui expliquer, et elle ne comprend pas, et elle n'intègre pas. C'était ça son problème, si je peux dire. Et donc, après, on fait un tri. On fait un tri entre les valeurs et les croyances. Là, ça se fait en discutant avec lui. Moi, je propose des choses. Et donc, j'ai dit, dans la mission, là, il y a des valeurs. Tu veux l'harmonie et la paix. Et la croyance, c'est les gens doivent être éduqués. Donc, les gens ne sont pas prêts à faire ça eux-mêmes. Donc, il faut que tu le fasses en permanence. C'était ça, sa croyance. C'est pour ça qu'il y avait un dysfonctionnement. Mais ces valeurs étaient bonnes. Il voulait qu'il y ait la paix et l'harmonie dans le monde. Et du coup, en travaillant là-dessus, je lui ai proposé, comme il a séparé, de pouvoir considérer que les gens peuvent aussi se développer. Donc ces valeurs, c'était la paix et l'harmonie, mais on pouvait supprimer cette croyance que lui avait la responsabilité d'éduquer ou de sauver, que les gens pouvaient se sauver et s'éduquer eux-mêmes. Donc je discute avec lui, je lui propose ça. Je suis toujours le militaire qui va peut-être son soldat, il dit, écoute, c'est très bien, tu défends la paix et l'harmonie, mais tu sais, aujourd'hui, les gens sont plus évolués, ils ont des outils, ils ont accès à plein de choses, donc ils peuvent faire leur révolution tout seuls, à leur rythme. Tu n'es pas obligé, toi, d'aller imposer tes valeurs, parce qu'ils ont les mêmes valeurs, mais ils doivent les découvrir et prendre leur temps. Ça, c'est ce que je propose. Je lui propose de changer son ordre de mission, qui était donc à gauche. Je dois continuellement forcer les gens à comprendre, c'est la seule façon de maintenir la paix et l'harmonie. Je lui propose de relire, sans refaire un nouveau tirage, d'interpréter le tirage différemment, de façon positive. Donc je ne refais pas un tirage, je lui dis juste, essaie de lire ce tirage autrement, et la force, ça devient l'énergie. Les gens, continuellement, la roue de fortune, les aider à comprendre, ça devient auto-équilibrante dans le monde. Donc la ligne horizontale, ça devient, il y a suffisamment d'énergie auto-équilibrante dans le monde. Donc il y a suffisamment de choses qui se passent de façon spontanée dans le monde pour que toi, tu doives intervenir. Et j'ai gardé pour que le monde trouve par lui-même sa paix et son harmonie. Donc je n'ai pas refait un nouveau tirage, j'ai juste réexpliquer le tirage de base. Et là, souvent, peut-être de façon exagérée, j'interprète le tirage de façon plutôt négative la première fois, en lui lisant sa mission, en disant voilà, tu as lu quelque chose qui est un peu négatif, où on peut aller chercher des croyances, et je le réinterprète après de façon positive. Donc si vous voulez, c'est un peu comme si le général demande au soldat montre-moi ton ordre de mission, il lui montre la lettre, voilà ce que je dois faire, et le général il dit oui mais là t'as pas compris, ça veut dire autre chose. Et il lui rend son ordre de mission. Donc je ne modifie pas l'ordre de mission à l'intérieur de nous-mêmes. Je modifie juste l'interprétation. C'est un peu comme la Torah et le Talmud. La Torah, c'est le texte de base, et puis le Talmud, ce sont toutes les explications de la Torah. Donc je dis, est-ce que tu es d'accord que je t'explique la mission de façon différente? Et du coup, ça se passe très en douceur, parce qu'on ne change rien, quoi. Il garde son même ordre de mission, il a juste une autre compréhension. C'est le même travail que quand on change le sens des cartes, on finit par avoir une autre vision du monde. C'est ça qu'on fait là. Après, je lui demande, est-ce qu'il accepte, est-ce que tu as compris ta nouvelle mission? Donc le général dit au soldat, est-ce que tu as compris ta nouvelle mission? Et là, je refais un tirage, et ça c'est le tirage qui revient, et il me dit, si je choisis de laisser le monde être, je permets aussi l'harmonie et la paix. Donc c'est moi qui relis de nouveau, évidemment il y a mon décodage dedans, mais ça c'est la réponse de l'instance, du gardien. Donc avec une phrase comme ça, je dis, ça va, il a une nouvelle compréhension de sa mission, il l'a acceptée. En fait, on est très profond dans l'intention.
Ça a l'air de rien parce qu'on n'a rien fait, on n'a pas fait d'hypnose, on n'a pas fait... Mais comme c'est tellement léger, c'est ludique, ça descend. C'est comme de l'eau qui coule. Donc la psychanalyse, excuse-moi, on va avec un bulldozer au-dessus. Tandis qu'ici, ça percole, on fait rien. On fait rien. On fait rien et du coup, ça passe. Il n'y a pas de barrière. C'est une barrière avec des trous et on passe par les petits trous. Et on descend très loin. Alors j'ai demandé à un monsieur qui fait du pendule, j'ai fait le test. Après la séance, quelle est la transformation qu'il y a chez toi? Et il avait une échelle de 1 à 100, il commence avec son pendule. Il est arrivé à 140. C'est chouette. Et puis il me dit, waouh, c'est profond, il me dit. Donc voilà, j'ai des infos comme ça. Maintenant, ça veut rien dire, ça veut tout dire. Mais je sais qu'on descend très loin dans l'inconscient. Et donc il y a une reprogrammation très forte parce qu'on n'a rien fait. On a eu l'impression de rien faire. On a touché juste un petit truc. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Je définis une période où les gens peuvent revenir à leur ancienne croyance, parce que c'est toujours dangereux. C'est comme dans une administration où vous changez les règlements, ça peut être le bordel à un certain moment, parce que le nouveau règlement, les gens ne comprennent pas. Et j'ai jamais eu le cas, mais en tout cas, je leur dis, pendant 48 heures, vous faites ça, c'est l'ancienne explication qui revient. Il suffit de faire ça, simplement. Ça se fait beaucoup en hypnose ericksonienne. Vous donnez un ancrage, et si vous faites ça, vous pouvez revenir à l'ancienne. Du coup, les gens, si jamais il y a une émotion trop forte, qu'ils n'arrivent plus à gérer ce qui se passe, ils ont la possibilité de revenir à l'ancienne, simplement, et du coup, ça diminue l'impact de l'émotion. Jamais personne n'a utilisé, mais s'ils n'ont pas ça, ça peut amplifier. Et donc, j'ai une grosse émotion, mais c'est à cause de ma nouvelle croyance, et puis on n'arrive plus à gérer. Après ça, je leur demande une période d'observation. Donc, je leur demande d'observer ce qui se passe, et là, c'est en général une période de 15 jours, 1 mois. Et dans cette période-là, ils observent, et je leur demande un feedback à la fin. Donc, je leur dis, moi, ça m'intéresse parce que là, aujourd'hui, j'ai fait ça avec une quarantaine de personnes, donc je n'ai pas encore un gros échantillon, mais au moins j'ai des retours. Et eux, le fait qu'ils soient en observation, ça leur permet de voir aussi les changements. Après, je termine la séance en leur disant, vous remerciez le gardien, et vous vous remerciez vous, je leur rends le gardien, puisque je l'avais pris, je leur rends. Maintenant, je fais une copie, parce qu'une fois, j'ai oublié de rendre le gardien à la fin, je dis, oh, j'ai gardé le truc, mais donc maintenant, je prends une copie, comme ça, je sais qu'il est toujours chez eux. La personne se remercie. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le gardien, ça devient une petite voix intérieure à laquelle on peut se connecter, mais qui est nettoyée. Parce que parfois, quand on entend une petite voix, on ne sait pas très bien si c'est basé sur une peur, si c'est quelqu'un qui a de bons conseils, quoi. En fait, ici, c'est quelque chose qui est nettoyé. Et si vous vous connectez à cette petite voix intérieure, elle va vous donner quelque chose de juste. C'est le militaire qui a parlé au soldat, le colonel qui a parlé au soldat. Le jour où il revient voir le soldat va être tout à son service, il va être content parce que le colonel est venu faire attention à lui, et il va lui donner plein d'informations qui sont justes. Tandis que les autres soldats, ils vont dire, bon, mais c'est le colonel, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il me demande ça à moi? Il va avoir de la méfiance. Et donc là, vous avez une instance en vous, que j'appelle nettoyer, avec laquelle vous pouvez communiquer. Ça va? Voilà. Donc pourquoi ça marche? Ah, en fait, le mental est d'accord. Il n'y a pas de résistance. Les résistances viennent du fait qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas. Et ici, en fait, c'est tellement expliqué de façon très claire. Le soldat, il ne va jamais dire au colonel « Non, je ne veux pas vous donner mon ordre de mission ». Et quand le colonel lui donne une nouvelle explication, il ne va jamais lui dire « Non, vous avez tort ». Parce que c'est tellement évident que ça passe au niveau du mental. Parce que les blocages sont au niveau de l'inconscient, mais ils ont été créés par le mental aussi. C'est vraiment les deux qui jouent dans le blocage. Ici, ça passe. Le mental est d'accord. Et l'inconscient, comme c'est quelque chose de léger, qu'on a l'impression de ne pas y toucher, qu'à la limite la personne n'y croit pas au début, il faut tester. Je vous raconte ça, mais vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc comme la personne n'y croit pas, elle me dit oui, bah vas-y. Avec Marc, vous pouvez aller en séance. Il est tellement débile que vous risquez rien. Et donc on y va, et ça descend. Alors, troisième chose, on est en légère hypnose. Ça c'est d'office quand vous faites des tirages de tarot. Vous avez sûrement déjà remarqué, la personne n'est pas dans le même état. Vous essayez de dire des choses sans faire un tirage de tarot. Vous n'avez pas du tout la même écoute et la même acceptation de ce que vous dites de l'autre personne. Quand vous parlez à quelqu'un sans faire un tirage de tarot, ils sont plus ou moins d'accord. Quand vous dites la même chose avec les cartes et vous dites c'est dans les cartes, le message passe mieux. Et ça, c'est parce qu'il y a une légère transe. Parce qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose de bizarre. Et du coup, on écoute différemment. Et ça, c'est parce qu'on est en légère hypnose.
Bon, maintenant, je sais ce que c'est l'hypnose. Hein, donc. Je ne fais pas d'induction, mais simplement le fait de tirer les cartes, vous induisez une hypnose. Et donc, c'est parce que ça n'a pas l'air important qu'on arrive loin dans l'inconscient. Il y avait une blague comme ça. Vous savez ce que c'est, une homélie? C'est le prêtre qui monte en chair et qui fait un discours pour que les gens fassent... je sais pas moi, il y a trop d'alcoolisme dans la commune et il va faire un grand discours, il monte en chair. Et donc il y avait une blague comme ça, et c'était rigolo parce que c'est le prêtre qui monte, et puis il dit « Aujourd'hui je ne ferai pas d'homélie parce que ce que j'ai à dire est important. » Alors oui, cette personne-là, donc elle était dans le contrôle avant la séance. Il faut que je force les gens. À la fin de la séance, il m'a fait un truc super, on parlait comme ça, et il m'a dit, je vais inviter les personnes à faire quelque chose. Donc il a remplacé le mot inciter par inviter. Mais en parlant d'autre chose, dans sa conversation. Donc hop, tout d'un coup, je vois, ah, là, il y a un petit truc qui a changé, parce que lui, il a mentalisé. Il a volontairement, ça c'est un super feedback, hein, c'est un tout petit truc. Hein. Au lieu de lui dire comment ça s'est passé, etc., j'ai juste écouté ce qu'il racontait. C'est lui qui a dit, je vais inviter. Alors je ne sais pas si c'est un effet sur le long terme, parce que j'ai quand même des gens qui retombent dans leurs croyances après un certain temps, donc je ne sais pas. C'est comme l'hypnose. Ouais, je vais rajouter un petit rituel d'ancrage. Un peu comme avec la valise là, tu vois. Je me suis dit, mais il faut mettre un ancrage supplémentaire. Je crois que c'était pas nécessaire, mais c'est nécessaire. Et ça peut être une petite phrase hein, qu'on écrit sur le frigo. Souvent dans les séances, je fais une prescription, vous écrivez sur votre frigo un truc, ou vous vous regardez dans la glace en disant « Oh !» Des choses comme ça, des trucs tout simples. Et ça suffit à ancrer, je pense. Mais ça, je vous en parle pas parce que j'ai un peu l'expérience dans les séances de tarot classiques, mais pas avec ça. Voilà. Et sinon, je donne des formations. Donc, dans les formations, c'est une méthode de tirage que je donne. Je ne donne jamais du contenu, donc les gens vont chercher le contenu eux-mêmes dans les cartes. Le tarot, image du monde et de choses, j'en ai parlé. On recherche le sens. En fait, les formations tarot, c'est des formations de développement personnel, hein, mais je ne les présente pas comme ça. Ça vient automatiquement. Puisqu'on travaille sur le sens des cartes, on travaille sur soi aussi. Et que je demande que le sens des cartes vienne des gens, ils travaillent sur eux dans les formations. Et toi qui travailles beaucoup avec les synchronicités, c'est quand même les forces, l'environnement, tu vois, c'est un côté un peu magique. Et tu ne fais pas du tout de prédiction. Non. Parce qu'on pourrait dire cette synchronicité, c'est un signe de quelque chose. J'expliquais que les synchronicités, pour moi, c'est pas des signes, c'est des signaux. Ça te donne des infos sur ce que tu es à l'intérieur maintenant. Et j'en ai discuté hier avec, il y a une médium qui est passée, elle s'est assise à ma table, elle dit « Ah, c'est toi que je vais voir ?» Et on a discuté. J'ai parlé de ça, parce qu'elle me dit « Mais pourquoi tu utilises ton tarot? Toi, tu peux capter les choses, tu n'as pas besoin de ton tarot. » Et elle m'a fait faire un exercice, et puis il y a un monsieur qui passait avec une écharpe, qui dit « Oui, tu te surprotèges un peu. » Et puis un petit garçon qui prenait son manteau, ça renforçait. Donc j'ai pris des trucs que je voyais autour, et je lui ai raconté une histoire. Elle m'a dit « Oui, c'est juste. » Et j'ai dit « Mais tu sais, les cartes de tarot, c'est ce que j'ai fait. Donc si je vois une écharpe, un manteau, ce sont des objets qu'il y a autour de moi. Donc c'est la même chose. Je lui dis, c'est comme un menuisier qui a un marteau, et tu lui dis, pourquoi tu utilises ton marteau pour enfoncer le clou? C'est plus facile. Et donc je peux capter des choses à l'extérieur, parce que je n'entends rien, je vois rien, je peux même pas dire que je ressens quelque chose, mais je décode les synchronicités, parce que ce sont des messages. Donc, comme je vous ai dit, hein, le monde extérieur se comporte comme si c'était une extension de la psyché. Donc quand il y a une synchronicité, c'est un message pour moi à l'intérieur. Et chaque fois que je tire le tarot, c'est un message synchronistique que je ressens. C'est du hasard qui a du sens. Donc c'est comme ça. Et alors je lui dis, tu vois, mes cartes, c'est juste des objets en plus, à part que c'est moi qui les amène, mais c'est la même chose. Et elle a dit, oui, c'est vrai. Elle était en connexion avec son mari défunt, donc c'était rigolo. Moi, je prends. Hein. Je ne sais pas si c'est effectif. Mais ce qui est bien avec la synchronicité, c'est que tu n'expliques pas le phénomène. Tu constates qu'il y a un phénomène. Donc quand elle me dit, mon mari me dit ça, je dis, oui, c'est juste. Il y a une synchronicité quelque part. Je peux penser que ce que dit son mari et ce que je ressens, il n'y a pas de causalité, mais ça a du sens. Et donc que l'explication vienne, c'est un défunt, vienne, c'est un ange, vienne, c'est de l'énergie qui passe, pour moi ça n'a pas d'importance. C'est l'information qui est importante. Et c'est pour ça que je ne fais pas de prédiction. Alors il y a différentes raisons aussi, c'est que quand tu fais une prédiction, tu retires une partie du libre arbitre à la personne. Les gens qui viennent chez toi en demande de prédiction, en général, ils n'ont pas envie de s'occuper de leurs problèmes, ils ont envie que quelqu'un d'autre s'en occupe, en l'occurrence toi. Je voudrais déménager, j'y arrive pas, je viens chez toi, ou je voudrais rencontrer quelqu'un, j'y arrive pas, je viens chez toi, je dis, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et toi tu lui dis oui, elle part, ah chouette, je vais rencontrer quelqu'un, et hop, t'as plus besoin de travailler sur toi. Alors c'est plus difficile, hein, mais c'est ce que Emmanuel explique aussi. Hein. Toi tu dis aux gens, ok, on va voir, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un? Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui décides.
Moi, je te dis, tiens, pour rencontrer quelqu'un, il faudrait peut-être que tu travailles un peu sur toi, que tu fasses du yoga, que tu sortes un peu plus. Et je propose ça, mais je renvoie ça à la personne, et la personne dit, bon, c'est elle qui décide. Donc je lui laisse son libre arbitre. En gros, une autre analogie que je donne, c'est, vous savez, sur les nationales, il y a souvent des ronds-points. Et le voyant qui fait des prédictions, il vous dit, vous êtes là, il y a un rond-point, un deuxième, un troisième, vous allez aller là. Et en fait, moi, ce que je dis, mais à chaque rond-point, vous pouvez changer de direction. Quand vous êtes sur le national, la plupart du temps, vous allez tout droit. C'est rare que vous changez de direction. Peut-être une fois, mais vous avez fait 10 ronds-points, vous allez tout droit. Eh bien, le voyant, il vous montre ça. Si vous allez tout droit, vous allez arriver là. Alors, peut-être que vous avez envie d'aller là. Hein. On peut même dire, voilà, il y a 10 ronds-points et je veux aller là. Donc. Mais vous décidez vers quoi vous voulez aller. Et puis, vous irez tout droit. Mais je ne vous dis pas, je vous vois là-bas dans 15 jours. Je dis, si vous voulez être là dans 15 jours, alors allez tout droit. Mais c'est la personne qui est responsable. Et du coup, moi, ça me décharge aussi, parce que des questions comme est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois pas le dire parce que je capte des choses, j'ai pas, je dis tout. Si un voyant vous dit votre ami va mourir dans 15 jours, qu'est-ce que vous faites avec ça? Enfin, le voyant, déjà, il se dit est-ce que je vais lui dire? Par contre, moi, je vais lui dire vous avez peur pour votre ami, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et là, elle peut dire oui, c'est vrai, et on peut travailler sur sa peur à elle, mais pas sur le fait qu'il va arriver dans 15 jours. Donc on retravaille toujours sur le présent. Alors, signes et signaux, comme à l'extérieur, pour moi, ce sont des signaux, donc des signaux qui sont en phase avec votre état intérieur. Ce n'est pas des signes qui vous disent où aller, c'est des signaux qui sont en phase avec votre état intérieur. Vous voyez la différence? Je dis souvent, je ne suis pas un voyante, je suis un voyant lumineux. Le consultant reste maître de sa destinée, et du coup, ça ne vous pompe pas d'énergie aussi. Moi, quand je fais une séance, j'ai pas moins d'énergie avant qu'après, parce que j'ai pas pris de responsabilité. J'ai donné de l'information. C'est comme si je lis un bouquin, et puis je lui dis ce qu'il y a dans le bouquin, et puis c'est lui qui comprend, en fait. Ou pas, hein. Voilà. Oui, sinon je fais plein de trucs, hein. Je fais des conférences, des consultations. Ça, c'est de la pub. On passe, hein, parce que vous êtes loin, tous. Hein. Il y a d'autres questions. Ah, il y avait un truc, là. Je me rappelle plus ce qui est marqué. Il y a quelqu'un qui peut le dire, je vois pas d'ici. Seuls les imbéciles. Ah oui. On dit que seuls les imbéciles, voilà. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et puis il dit, j'avoue que j'ai pas d'avis sur la question. Et puis après, et c'est pas prêt de changer. Merci. Ah, c'est chouette, hein. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.